Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Pour une critique de l'utilitarisme, utilité et intérêt. Les théories utilitaristes dont Bentham, Mill et Sedgwick sont traditionnellement, et par mes connaissances philosophiques, les représentants les plus connus ne doivent pas être confondus avec les théories de type hobbesien et les théories de rationnel choice, bien qu'il y a chez Hobbes une dimension utilitariste évidente, mais on pourrait aussi déceler cette dimension chez Spinoza et certaines formes d'utilitarisme ne sont pas complètement absentes de la pensée d'Aristote. Peut-être même faut-il accepter cette remarque de John Stuart Mill, tous les partisans de la morale, a priori, pour peu qu'ils jugeaient nécessaire de présenter quelques arguments, ne peuvent se dispenser d'avoir recours à des arguments utilitaristes. D'emblée, chez Jeremy Bentham, par exemple, l'utilitarisme prend un tour qui l'éloigne du calcul de l'intérêt hobbesien. Alors que chez Hobbes, il s'agit seulement de la survie. La première loi de la nature est celle qui nous dicte de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver notre propre vie. L'utilitarisme pose au premier plan la question du bonheur. Il s'agit en effet de construire une arithmétique de plaisir qui permette d'accorder le bonheur au plus grand nombre et utile ce qui augmente le bonheur de la communauté, mais à condition de ne pas oublier que la communauté est un corps fictif et que le bonheur doit donc être compris comme celui des individus membres de la communauté. Au lieu d'opposer l'intérêt comme au plaisir individuel, au lieu d'opposer l'intérêt commun au plaisir individuel, Bentham affirme que l'intérêt commun n'est pas autre chose que l'intérêt des individus et l'intérêt des individus est la maximisation de la somme de plaisir, ce qui revient au même, la minimisation de la somme de peine. Une fois ce principe admis, nous disposons d'un critère permettant de reconnaître une action morale. Et morale, ce qui permet d'augmenter la somme globale de plaisir disponible pour une communauté donnée. Ce n'est donc plus l'intérêt égoïste qui commande, mais le bonheur du plus grand nombre, voire de tout, si possible. Alors qu'on pouvait se demander si la philosophie de Hobbes pouvait encore fonctionner comme morale. Et si nous sommes bien dans une philosophie morale, même une éthique qui part de la définition de ce qui est la vie bonne pour rapporter nos règles de vie et nos actions à cette définition. Deuxièmement, bonheur et plaisir. Quelle est la différence entre les deux? L'arithmétique du plaisir de Bentham souffre de nombreuses lacunes sur le plan de la philosophie morale, quoique par sa simplification même, elle puisse fournir une philosophie morale parfaitement adaptée à l'économie politique devenue science économie et science économique. Donc, tout d'abord, la définition de bonheur comme plaisir est fort discutable, sauf à donner au plaisir un sens si large qu'il recouvre entièrement la notion même de bonheur. Or, ce n'est pas ce qui fait Bentham pour la plupart. Pour lui parler de bonheur sans lier immédiatement au plaisir. C'est tout simplement des bavardages métaphysiques. Mais le plaisir lui-même doit être défini de manière suffisamment sage pour être compatible avec les bonnes mœurs. Bentham n'est pas un libertin français, est encore moins le marquis de Sade. Donc, le plaisir est transformé conformément en cela avec les enseignements d'Épicure en une simple absence de douleur, l'aponie épicurien. Cette double réduction est malheureusement totalement contraire à nos intuitions courantes qu'on ne voit pas bien comment elles pourraient s'imposer d'elles-mêmes. Parmi nos plaisirs les plus intenses, nombreux sont ceux qui demandent des efforts et même de la peine et de la douleur.
Épicure lui-même sait qu'il faut apprendre à supporter la douleur qui est souvent la condition même du plaisir. Et le Montaigne de l'essai sur quelques vers de Virgile est bien plus convaincant que l'hédonisme simplificateur, pour ne pas dire simpliciste de Bentham. Conscient de ses faiblesses, Stuart Mill critique Bentham en modifiant la définition de bonheur et de plaisir. À l'arithmétique, il cherche à substituer une définition qualitative de plaisir. Le plaisir que l'homme doit chercher est d'abord le plaisir moral lié à l'exercice de la pensée. Ainsi, John Stuart Mill rappelle que le but de la philosophie morale est de trouver un premier principe reconnu, car l'absence d'un tel principe a fait de la morale moins le guide que la consécration des opinions professées par les hommes, ce qui implique donc que les utilitaristes s'est proposé de réussir là où les autres spécialistes de morale ont échoué. Mais quel est donc ce premier principe? Il s'agit tout simplement de bonheur, ce qui situe l'utilitarisme dans le champ bien connu de l'hédémonisme, mais se situant apparemment dans la même tradition épicurienne que Bentham, Stuart Mill affirme, par bonheur on entend le plaisir et l'absence de douleur, par malheur le douleur et la privation de plaisir. Mais maintenant, après Stuart Mill s'empresse de se séparer de tout ce qui pourrait lui rappeler de tout plaisir vient de ventre. Il faut incorporer à l'épicurisme originel des utilitaristes beaucoup d'éléments chrétiens aussi bien que stoïciens. Et donc les plaisirs auxquels il faut assigner le plus haute valeur ne sont pas ce que la sensation, mais ce que nous devons à l'intelligence, à la sensibilité, à l'imagination et aux sentiments moraux. Il faut donc distinguer le plaisir selon leur qualité. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs si la promesse de la plus large ration de plaisir des bêtes. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile. Aucun homme instruit à être un ignorant. Aucun homme ayant de cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le grédin sont avec le lot respectif plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. C'est pourquoi il faut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il faut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. De ceci se conclut que l'idéal utilitariste, c'est le bonheur général et non le bonheur personnel. On voit que par là que l'extension de la notion de plaisir et de l'introduction de la différence qualitative entre le plaisir rapproche considérablement Stuart Mill d'éthique des idées monistes traditionnelles d'inspiration aristotélicienne ou chrétienne. Ici, une certaine insatisfaction veut mieux qu'une satisfaction vide. On ne voit plus bien où se trouve le principe premier, qui soit en même temps un critère empirique, que nous permettaient les utilitaristes. La morale est ce qui conduit au bonheur. Or, le bonheur réside dans le plaisir et le plaisir réside dans la vertu, et alors le bonheur réside dans la vertu, et par conséquent, Stuart Mill n'est pas un utilitariste, mais un stoïcien qui cherche à parler avec le mot d'une pensée anglaise dominée par l'empirisme et l'économie politique. Ou encore, le plaisir réside dans la connaissance et la
contemplation de vrai est alors le bonheur réside dans le théorie des Grecs et par conséquent Stuart Mill est un aristotélicien ou encore, comme le disait déjà Descartes, qui voulait mettre d'accord stoïcien et épicurien, plus grand contentement de soi réside dans le bon usage de le libre arbitre est alors Stuart Mill est d'accord avec la morale cartésienne. Bref, l'extension proposée par Stuart Mill transforme presque tout le moral en morale utilitariste. Pour les utilitaristes, la version par Stuart Mill présente encore un autre défaut. L'utilitarisme de Bentham a l'avantage d'être le philosophe moral adéquat à l'économie politique en voie de se transformer en pure et simple apologie du mode de production capitaliste. Il n'en va pas de même avec Stuart Mill puisque la préférence pour la vie vertueuse peut s'opposer à la recherche individuelle du maximum de biens matériels qui constituent le principe de base du capitalisme concurrentiel. On peut en effet prétendre que l'idéal de la science économique est celui de porc satisfait auquel Stuart Mill préfère l'homme insatisfait. Donc l'économique se contente d'être le moyen de servir au service de la vie selon la conception traditionnelle qui remonte à Aristote. Il n'y a aucun problème particulier avec la science économique moderne. Il en va autrement puisqu'elle prétend fournir un modèle indépassable pour le droit, la politique et la morale. Les deux premiers aspects sont vus plus loin. Pour le troisième, si un homme respecte sa parole ou sa signature, dont le contraire, si la propriété privée est protégée, il n'y a pas d'autre précepte moral à produire puisque chacun cherchant à maximiser ses avantages sur le plan économique conquérera au bonheur de tout. Celui qui est obsédé par la volonté d'avoir toujours plus d'argent, quel que soit le moyen, le go employé, celui est véritablement l'être moral, ambition dévirante, cupidité, égoïsme, absence de toute compassion à l'égard de la souffrance ne sont plus des vices mais des à côté éventuellement désagréables et la compassion, la charité, le respect des autres, le courage et la mesure ne sont plus que de vertus annexes qui ne sont pas requises et peuvent même être dangereuses. Les économistes classiques n'ont pas de mots assez durs pour fustiger ce qui, par compassion, veut aider le pauvre et œuvrer ainsi en contre le progrès économique. Discours qui reste celui de grandes institutions économiques. Aujourd'hui, plus que jamais, un tel discours trouve dans l'utilitarisme de Bentham son complément idéal, mais l'utilitarisme de Stuart Mill ne peut remplir cette fonction sauf au prix de contorsions et d'hypothèses supplémentaires. Si l'utilitarisme de Stuart Mill est la morale adéquate au libéralisme, ce serait seulement entendu dans le sens américain du terme. Les libéraux sont outre-Atlantique, plutôt classé à gauche, c'est donné comme le porteur du souci de justice sociale. Si la liberté individuelle est un bien intangible, il est nécessaire cependant de le rendre compatible avec le bonheur général qui constitue pour Stuart Mill le critère suprême de l'action morale, ce qui explique tout à la fois le féminisme et la défense du droit au non-conformisme et les tendances socialisme qui caractérisaient cette pensée. Comment Stuart Mill a critiqué Kant, la philosophie de Kant. Voilà notre intervention intitulée pour une critique de l'utilitarisme. La différence entre utilité et intérêt est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.